Tu crois connaître Tom et Jerry. Le chat poursuit la souris gagne, et à l'épisode suivant, on recommence exactement pareil. Mais il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Si c'était vraiment aussi simple, personne ne regarderait encore. Et pourtant, ce dessin animé fonctionne depuis des générations, dans tous les pays, pour les enfants comme pour les adultes, même pour des gens qui regardent rarement de l'animation. Ce n'est pas un hasard, c'est une construction. Je vais te donner 7 règles, 7 petites ruses du cerveau que Tom et Jerry utilisent encore et encore. Et tu vas les reconnaître dans chaque épisode, même si tu en as déjà vu 1000. La première règle, tu l'as tout de suite. Tom et Jerry n'est pas une série sur un chat et une souris. C'est une série sur le timing, pas sur qui gagne, mais sur le moment où quelque chose arrive. Chaque gag est construit sur l'attente, un peu plus longtemps que ce qui est confortable. Et puis, exactement au bon moment, l'attente se brise. Ce moment provoque une petite secousse dans ton cerveau. Dopamine, soulagement, rire. Et surtout, tu as envie du suivant. C'est aussi pour ça que ça marche sans parole. Tu n'as rien à comprendre. Tu dois juste anticiper. Et chaque fois que cette anticipation se trompe d'un rien, tu restes accroché. Garde cette idée en tête, parce que tout à l'heure, je te montrerai comment la tester en 10 secondes avec un extrait au hasard. Mais avant ça, pourquoi y a-t-il si peu de dialogue et pourquoi est-ce justement un avantage? C'est là que beaucoup se trompent, Armand. Le silence n'est pas une limite, c'est une arme. Pas de dialogue, donc pas d'explication. Pas d'explication, donc pas de ralentissement. Et sans ralentissement, tout reste en mouvement. Malgré tout ce chaos, on a parfois l'impression qu'il y a une émotion en dessous, comme s'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et ce n'est pas un hasard. Dans quelques minutes, je t'expliquerai pourquoi Tom et Jerry relèvent en secret davantage de la relation que de la rivalité. Mais avant d'y arriver, il faut briser une idée tenace. Presque tout le monde pense que Jerry est le malin et Tom l'idiot. Que Jerry contrôle tout et que Tom ne fait que subir. Mais regarde mieux. Qui fait les plans? Qui tente 10 solutions différentes dans un seul épisode? Qui se relève sans cesse après un échec? Tom. Jerry réagit souvent. Tom initie. Tom était le moteur. Jerry est le test. Et ça rend Tom bien plus humain qu'on ne voudrait l'admettre. Il essaie, il échoue, il recommence. Il se dit « Cette fois, ça va marcher ». C'est une boucle d'identité. Une fois que tu vois ça, tu ne peux plus dire que Tom est simplement stupide. Tu commences à le trouver humain. Et ça change tout. Vient alors la règle 2, et ton cerveau la connaît déjà, sans le savoir. Tom ne se bat pas seulement contre Jerry. Tom se bat contre le monde. Et ce monde n'est pas neutre. Dans Tom et Jerry, il existe une loi invisible. Le plus fort ne peut pas gagner par la force. Si ça arrivait, le jeu serait terminé. Alors le monde rétablit l'équilibre. Par le hasard, par le timing, par des objets qui tombent mal. Pas parce que Jerry triche, mais parce que l'univers veut que le jeu reste juste. Et c'est pour ça que ça fonctionne partout. C'est la plus vieille fantaisie qui soit. Le petit peut battre le grand. Mais alors ton cerveau pose tout de suite la question. Si tu sais déjà que le petit gagne, pourquoi continuer à regarder? Pourquoi ça ne devient pas ennuyeux? La réponse, c'est la règle 3. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin pour y arriver. Et là, la musique joue un rôle bien plus important que ce que la plupart des gens imaginent. Dans Tom et Jerry, la musique n'est pas un fond sonore. C'est la voix de l'histoire. Elle te dit quand ça devient dangereux, quand c'est idiot, quand tu dois rire, quand il faut encore attendre un peu. Sans dialogue,
la musique devient le timing. Et le timing devient la tension. Tu sens que quelque chose arrive, sans savoir exactement quoi. Et ce petit espace entre l'attente et la réalité, c'est précisément là que ton attention reste accrochée. On te dit que la musique est importante, mais on ne te fait presque jamais sentir pourquoi. Alors voilà un mini-test que tu pourras faire. Mets une scène de Tom et Jerry sans le son. Tu comprends toujours, mais seulement la musique, sans l'image. Tu ressens quand même le moment où le gag va tomber. C'est à ce point le rythme est fort. Et ça nous amène à la règle 4. Si la pause est trop longue, tu t'ennuies. Si elle est trop courte, la chute paraît fade. Et si la réaction ne colle pas, ça semble injuste. Dans quelques minutes, je te donnerai 3 signaux très concrets pour repérer en quelques secondes si quelque chose a vraiment l'énergie Tom et Jerry. Mais avant, il faut passer par une porte un peu inconfortable, parce que le sujet revient toujours, la violence. Oui, Tom et Jerry est violent, mais ça ne se ressent pas comme tel. Pourquoi? Règle 5. La violence n'a pas de conséquences. Les corps sont élastiques, les dégâts disparaissent, la douleur ne s'installe jamais. Ce n'est pas de la souffrance, c'est du jeu. Compare ça à un personnage de jeu vidéo qui tombe d'une falaise et revient aussitôt. Tu ne ressens pas de tristesse. Tu ressens « Oups, on recommence ». C'est pour ça que tu peux rire de choses qui, dans la vraie vie, seraient horribles. Le cerveau ne voit pas un danger, il voit une rupture de schéma. Le rire tient à ce fil très fin. Ce n'est pas réel, c'est un jeu. Et maintenant vient la partie paradoxale. Justement parce qu'il n'y a pas de vrais dégâts, de vrais moments d'émotion peuvent apparaître. De tout petits moments. Un regard, un doute, une trêve. Rare, et donc puissant. Parce que Tom et Jerry ne sont pas des ennemis qui veulent s'anéantir. Ils sont une relation. Imagine que l'un des deux disparaisse soudainement. Plus de poursuite, plus de but, plus de rythme. Ça ne ressemble pas à une libération, ça ressemble à un vide. Et c'est pour ça que certains épisodes, aussi rares soient-ils, restent autant en tête. Parce qu'ils montrent brièvement ce qui se passe quand le jeu s'arrête. Mais ça ne peut jamais durer trop longtemps, parce que sans conflit, Tom et Jerry n'existent pas. Garde ça en tête, car tout à l'heure, on ira vers cet épisode précis où tout ça est poussé à l'extrême, et tu verras que ça prend soudain un ton presque adulte. Il y a un personnage qui décide plus souvent de la fin d'un épisode de Tom et Jerry que Jerry lui-même. Ni la souris, ni le chat. Spike semble au premier abord un second rôle, grand, grognon, peu patient. Mais en réalité, il est le juge, la loi et la punition à la fois. Jerry est malin, Tom est tenace, mais Spike est constant. Et c'est ce qui le rend dangereux. À chaque apparition de Spike, la dynamique change. La chasse s'arrête, le jeu se déplace. Pas parce que Jerry fait quelque chose d'ingénieux, mais parce que Tom a soudain quelque chose à perdre. Jusqu'à ce moment-là, l'échec de Tom est temporaire. Un coup, une chute, une nouvelle tentative. Spike introduit des conséquences durables, la honte, la peur, l'humiliation. Et c'est précisément pour ça qu'il fonctionne si bien. Spike ne punit jamais Tom pour de mauvaises intentions. Il le punit pour avoir perturbé l'ordre. Et c'est essentiel, parce que Tom est rarement malveillant. Il est maladroit, trop ambitieux, parfois idiot, mais rarement cruel. Spike ne fait pas de Tom une victime, il le rend responsable. Ça ajoute une couche de tension que Jerry seul ne peut jamais créer. Et maintenant, tu comprends aussi pourquoi les épisodes sans Spike paraissent souvent plus légers, plus de jeu,
moins de menaces. Mais trop de Spike ferait s'effondrer le système. Parce que si la punition devient trop lourde, le rire disparaît. Tom et Jerry vivent toujours sur ce fil. Et voici enfin le cadre promis, la règle 6. Très concrète. Ton cerveau vérifie 3 choses pour décider si quelque chose fonctionne. 1. Le timing. La pause avant la chute est-elle juste? 2. La réaction. Le monde réagit-il de façon logique selon les lois du dessin animé? 3. L'intention. Est-ce que ça ressemble à un jeu ou à une vraie douleur? Retiens ces 3 mots. Timing, réaction, intention. Tu vas les voir partout. Et ça nous mène à quelque chose que presque personne ne formule, mais que tout le monde ressent. Tom et Jerry ne fonctionnent que si, au fond, tu sais que personne ne peut vraiment gagner. Et c'est pour ça que certaines versions plus tardives semblent étranges. Pas pire, juste déséquilibrées. C'est aussi pour ça que Tom et Jerry n'évoluent jamais vraiment au sens classique. Il n'y a pas de fin, pas de victoire, pas de conclusion. Chaque épisode est une remise à zéro. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est justement sa force. C'est ce qui rend Tom et Jerry intemporels. Tu n'as rien à retenir. Tu n'as rien à rattraper. Tu peux entrer à n'importe quel moment. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne si bien à la télévision, en rediffusion, sur des chaînes qui remplissent des journées entières. Mais voilà un paradoxe auquel on ne s'attend pas forcément dans une série presque sans parole. Même s'il y a très peu de dialogue, Tom a eu, au fil des années, étonnamment beaucoup de voix différentes. Et ça semble anodin, jusqu'au moment où tu comprends ce que les voix font ici. Elles donnent du caractère sans explication. Elles donnent de l'émotion sans dialogue. Les sons de Tom te disent s'il est amoureux, désespéré, arrogant ou paniqué. Pas avec des mots, mais avec l'intonation. Et ça le rend encore plus humain. Jerry, au contraire, reste souvent plus silencieux. Sa force n'est pas dans l'expression, mais dans le timing. Et cette différence est voulue. Tom est bruyant, Jerry est précis. Et c'est ce qui rend leur conflit lisible dans toutes les cultures. Et voici un micro-détail que tu reconnais sûrement sans jamais l'avoir formulé ainsi. L'humanité de Tom apparaît souvent, justement, quand il essaie d'impressionner. Par exemple en chantant ou en charmant de façon excessive, avant de s'effondrer complètement dès que Jerry sabote un tout petit détail. Il y a aussi des moments où Tom et Jerry coopèrent. Pas souvent, mais juste assez. Et à chaque fois, ça paraît étrange, presque inconfortable, parce que ton cerveau est habitué au conflit. La coopération casse le schéma, et casser le schéma est risqué. C'est pour ça que les trêves ne durent jamais longtemps. Elles peuvent exister, mais pas s'installer. Car sans conflit, il n'y a pas de rythme. Et sans rythme, il n'y a pas de Tom et Jerry. On arrive presque au point où tout se rejoint. Parce que si tu comprends ça, tu comprends aussi pourquoi une déviation bien précise marque autant les esprits. C'est la règle 7, et c'est le cœur émotionnel. Il y a un épisode dont beaucoup de gens se souviennent, mais qu'ils nomment rarement. Pas parce que c'est le plus drôle, pas parce que c'est le plus chaotique, mais parce qu'il fait quelque chose que Tom et Jerry ne font presque jamais. Il enlève la blague et laisse le résultat exister un instant. Dans cet épisode, Jerry obtient enfin ce qu'il semble toujours vouloir. Tom disparaît. Plus de poursuites, plus de conflits, plus de menaces. Au début, ça ressemble à une victoire, à un soulagement, à du calme. Mais très vite, ce calme se transforme en vide. La maison paraît grande, silencieuse, sans intérêt. Et c'est précisément là que la série touche quelque chose d'inattendu.
Sans Tom, Jerry n'est pas libre, il est sans but. Ce moment résume toute la dynamique. Tom et Jerry n'existent qu'en relation l'un avec l'autre. Ni comme amis, ni comme ennemis, mais comme des opposés qui se définissent mutuellement. Et c'est pour ça que les vraies victoires n'existent jamais dans cet univers. Dès que le conflit s'arrête, l'histoire s'arrête. Et soudain, tu regardes chaque poursuite autrement. Pas comme de la haine, mais comme du rythme. Tom et Jerry a reçu de nombreuses reconnaissances. 7 fois, la série a été récompensée comme meilleur court-métrage d'animation. Pas parce qu'elle innovait par son récit, mais parce que son exécution était parfaite. Les critiques ont souvent du mal avec la violence. Il n'y a pas de blessure durable, pas de conséquences qui se prolongent dans l'épisode suivant. C'est un système fermé, avec ses propres lois, et le cerveau comprend instinctivement cette différence. Pourtant, cette explication ne suffit presque jamais à convaincre tout le monde parce que les critiques portent souvent sur ce que l'on craint que cela puisse faire. Influencer, banaliser, créer une accoutumance. C'est une inquiétude compréhensible. Les gens ne se souviennent pas des intrigues entières. Ils se souviennent de moments, de sons, de mouvements. Le cerveau n'enregistre pas ça comme une histoire, mais comme une expérience. Et ça explique pourquoi les tentatives modernes de recréer un nouveau Tom et Jerry échouent souvent. Elles essaient d'actualiser ce qui ne vieillit pas. Elles ajoutent des explications là où le silence fonctionnait. Elles adoucissent le conflit par prudence et perdent l'attention. Le paradoxe, c'est que plus on essaye de corriger Tom et Jerry, moins ça lui ressemble. Pas parce que le changement est mauvais, mais parce que le noyau est tellement minimaliste que chaque ajout pèse lourd. Une seule règle en plus peut déjà dérégler le système. Et on arrive alors à la question qui boucle tout: pourquoi aucun successeur ne donne jamais la même sensation? Parce que Tom et Jerry n'est pas un format, mais un équilibre. On peut reprendre les ingrédients, mais si les proportions ne sont pas justes, ça ne fonctionne pas. Trop d'action, et ça fatigue. Trop peu, et ça ennuie. Trop d'explications, et la tension disparaît. Trop peu de structure, et ça devient aléatoire. Ce qui rend Tom et Jerry uniques, c'est qu'il ne sous-estime jamais son public. Il part du principe que tu peux anticiper, ressentir et réagir sans être guidé. Beaucoup de contenus modernes essaient de retenir l'attention en forçant. Cliffhangers, mystères, chocs. Tom et Jerry fait l'inverse. Il t'invite, il te lâche et fait confiance au fait que tu resteras. Cette confiance se ressent et la confiance crée la fidélité. Il y a aussi quelque chose de rassurant dans la répétition. Dans un monde qui change en permanence, Tom et Jerry offrent une structure stable. Tu sais que ça va mal tourner. Tu sais que ça recommence. Et tu sais que rien ne sera définitivement cassé. C'est émotionnellement plus fort que ça n'en a l'air. C'est pour ça que les adultes le regardent autrement que les enfants. Les enfants rient de l'action. Les adultes ressentent la routine, le rythme, la persévérance presque tragique de Tom et l'évasion sans fin de Jerry. C'est reconnaissable, même si tu ne sais pas exactement expliquer pourquoi. Tu as maintenant les règles qui te permettent de lire cette série comme on lit de la musique. Règle 1. Le timing et l'histoire. Règle 2. Le monde équilibre le jeu. Règle 3. La musique guide ton attente. Règle 4. Le rythme détermine si ça fonctionne. Règle 5. La violence est un jeu parce qu'elle n'a pas de conséquences. Règle 6. Ton cerveau vérifie le timing, la réaction et l'intention. Règle 7. L'émotion fonctionne justement parce qu'elle est rare.
Et une fois que tu connais ces règles, Tom et Jerry n'est plus simplement un chat qui poursuit une souris. C'est un système parfaitement réglé, capable de retenir ton attention sans un mot. Alors la prochaine fois que tu verras un piano tomber ou une porte claquer, fais attention à l'instant juste avant, à cette demi-seconde de silence, à cette attente un peu trop longue. C'est là que se cache le secret.